Bonjour les amis, bonjour la famille. Je suis très ravie de vous accueillir encore dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va débattre un sujet particulier, comment comprendre certaines situations et comment accepter certaines situations dans nos vies. Et avant d'aller dans le vif de notre sujet, mon nom c'est Faradja Francine. Je vis en Australie, je suis mère de beaucoup d'enfants. Et cette chaîne, c'est à propos du nettoyage et la décoration. Mais on parle un peu dans tout, on peut débattre un sujet, on peut faire des maisons tours, on peut faire des petites recettes, on peut faire beaucoup de choses, on peut se conseiller aussi. Alors, on entre dans le vif de notre sujet. Apprenons à accepter ou à comprendre certaines situations dans notre vie. En comprenant certaines situations dans notre vie, ça nous aura à mesure de ne pas envier négativement, ça nous aura à mesure d'envier positivement. On doit envier ceux qui ont réussi, on doit envier ceux qui ont des idées, on va envier ceux qui progressent. Et quand je dis l'envie, je parle de l'envie positive. Si ton voisin ou ton ami a réussi à acheter une maison, à acheter une voiture, et ses enfants sont bien indiqués, ses enfants, ses projets vont en avant, on envie ça positivement en voulant apprendre comment est-ce que mon voisin, mon ami ou celui-là est parvenu à arriver là, à vouloir comprendre ou connaître comment il est arrivé là. Je ne dis pas que vous allez y pénétrer comme celui qui veut détruire, non, mais comme celui qui veut apprendre, comme celui qui veut aller en avant, comme celui qui veut progresser dans sa vie. Dans nos vies, ça arrive certaines situations qui sont, je peux appeler des forces majeures, des événements imprévisibles, insurmontables, improgrammé, je vous dis, comme imprévisible et improgrammé, bon, c'est la même chose, ok? Dans nos vies, il nous arrive certaines situations qu'on n'avait même pas pensé. Par exemple, quand on se marie pour les beaux et les meilleurs jusqu'à la mort, mais parfois les divorces peuvent nous arriver. On n'a pas planifié ça, on ne l'a pas même voulu, mais parfois les divorces peuvent nous arriver. Tu peux te marier, tu as voulu avoir des enfants et ça peut arriver que tu n'es pas à mesure ou ton mari n'est pas à mesure de donner les enfants. Et parfois, nous mettons au monde avec des corps très minces comme moi-même. Quand je m'étais mariée, j'ai pesé 43 kilos. Quand j'avais mis au monde mon premier enfant, j'ai pesé 53 kilos. Vous voyez? Et j'étais restée avec 50, 60, 50, 55, 60, 55, 60, jusqu'à ce que j'avais mis mon quatrième enfant, mon cinquième plutôt. Quand j'avais mis mon cinquième enfant, j'avais grossi en un coup. J'ai quitté de 60 kilos à 100, plus de 100 kilos, vous voyez. Et pour moi, c'était une situation qui était vraiment, et je peux le dire, qui est imprévisible, quoi. Car dans ma vie, je n'aime pas être grosse. Je n'aime pas avoir une taille grosse. Comme je suis de courte taille, je me vois que quand je suis tellement grosse, je deviens de plus en plus courte. Vous voyez? Et quand cette situation m'est arrivée, je me souviens, j'avais commencé des fasting. J'ai arrêté de manger la manière dont j'étais habituée, par exemple, 3 fois les jours, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners. J'avais arrêté les petits déjeuners et parfois je ne prenais pas même les lunchs, je prenais seulement les dîners. J'avais commencé à marcher à pied de longues distances et j'avais commencé aussi à faire des exercices physiques et parfois jouer au basketball, parfois et faire des gymnastiques et j'avais tout appris et manger beaucoup de choses selon les vidéos de YouTube. J'ai commencé
à faire beaucoup de choses pour essayer de réduire les poids. Mais quand j'avais commencé comme ça, je voyais que ça ne va pas, hein, ça ne tient pas. Hein. Mais à ma surprise, après 3 ans, de continuer à faire certaines parmi. Il y a ce que j'avais arrêté et il y avait ce que j'avais continué. Comme manger une fois par jour, j'avais continué. Comme marcher à pied, j'avais continué. Mais les autres, là, parfois, aller jouer au basketball, faire des exercices physiques ou manger ceci ou cela, j'avais arrêté. Mais après 3 ans, j'ai commencé à diminuer comme un bougie, vous voyez. Et je m'étais retrouvée à un poids là qui était supportable quand même, vous voyez. Mais je ne me mettais pas de pression, pourquoi j'ai une grosse ventre, pourquoi j'ai beaucoup de joues comme ça, pourquoi j'ai des gros bras, pourquoi... J'ai appris à comprendre la situation en portant des habits adaptés à mon nouvelle morphologie, en évitant certaines catégories d'habits, par exemple les habits collés, par exemple certains modèles que je ne pouvais plus même porter. Mais je ne pouvais pas me négliger ou ne pas prendre soin de moi parce que je suis devenue grosse ou sous-estimée, avoir peur que mon mari va me quitter ou va commencer à chercher dehors. Je n'avais pas ces idées car j'ai appris à comprendre certaines situations. J'étais bien avant sans enfant. Par la grâce de Dieu, j'avais 5 grossesses et j'avais mis 5 fois au monde. Malgré, hélas, j'avais perdu un enfant. Mais j'ai les fruits de mes entrailles 5 fois. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas que je vais rester la même telle que j'étais. J'ai appris à comprendre certaines situations. Par exemple, tu es grosse, ne suis pas les stigmatisations de l'extérieur. Ne suis pas ce que les amis vont te dire. Et certains peuvent te dire, oh, tu peux faire les surgeries, tu peux aller prendre les médicaments, ceci. Il y a ce que tu peux essayer et il y a ce que je ne conseille pas à aller prendre, à aller risquer ta vie pour ça. Si tu as les moyens, acceptez ça. Par exemple, tu vis dans une maison peut-être qui n'est pas bien construite. Par exemple, là, chez nous en Afrique, il y a chez nous à Bukavu, on vivait dans des maisons en planche. Parfois, on mettait des crépissements à l'intérieur avec les pavements. Il y avait même ceux qui n'ont pas de crépissements. Il y a ceux qui n'ont pas les pavements. Ils vivent avec la terre. Dans la maison à terre, comme ça, il y avait ceux qui ont ce qu'on appelait les maisons à ripou, c'est-à-dire on met des quoi, comme des bois, des tiges, et puis on va mettre les bambous, et puis on va mettre les pierres dedans, puis on va mettre les crépissements dehors et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelait les maisons à ripou, vous voyez. Et malgré que tu vis dans une maison pareille, nettoyer la maison, organiser la maison, décorer la maison de telle manière que tu pourras. Si tu es amoureuse de la décoration, décorer la maison, tu peux décorer la maison quel que soit là où tu es. Ça ne suffit pas être seulement en Europe, en Australie, en Amérique ou au Canada pour décorer sa maison, pour organiser sa maison. Tu peux vivre dans une maison en pareil, mais tu dois l'organiser. Tu dois aussi nettoyer. Tu dois changer ce qui ne va pas dans la maison. Accepter à comprendre ta vie, accepter à comprendre certains et apprendre à accepter certaines situations, apprendre à accepter certaines choses dans la vie. Vous voyez, il y a ceux qui se disent comme moi je n'ai pas ceci ou cela, peut-être Dieu ne m'aime pas, peut-être c'est moi qui est venu accompagner les autres ici sur terre. Non, personne n'est venu accompagner l'autre sur terre. Nous tous, nous sommes très précieux devant Dieu. Dieu nous connaît et Dieu nous situe au même pied d'égalité. Dieu a 3 réponses. Il y a la réponse qui, oui,
il y a la réponse qui est non, il y a la réponse qui est attends. Ouais, tu pries, peut-être Dieu peut te dire non, Dieu peut te dire oui, Dieu peut te dire attendez. Peut-être il ne voit pas que c'est l'état pour toi d'arriver à un niveau. Dieu te prépare, il veut que tu puisses passer certaines échelons pour arriver à un niveau là. Vous voyez, chez nous à Bukavu, c'est la ville montagneuse et nos villages sont presque tous, nous sommes, on peut dire que nos villages sont toujours à haut, des côtés des montagnes là. Et quand les gens quittent là, au village, souvent, et à cause de l'exode rural, beaucoup de gens, surtout pendant la guerre, quand ils cultivaient leurs champs, ils avaient l'agriculture et l'élevage, les ennemis, les rebelles venaient parfois piller tout ce qu'ils ont cultivé ou leur bataille, tout ce qu'ils avaient. Alors, les gens étaient obligés de faire l'exode rural. Et quand il fait l'exode rural, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se décider d'aller chercher peut-être de l'or, peut-être les coltas, les castérites, les minéraux. Et là, pour aller au carrière chercher les choses là que je vous dis, tu peux dormir pauvre, tu te réveilles riche. Ouais. Et quand les gens arrivent là, ils viennent du village, parfois, il y a des quartiers qui ne sont pas riches. Il y a les quartiers des moyens et il y a les quartiers des riches. Souvent, comme là où vivent mes parents, mes parents, ils vivent dans un quartier qu'on peut dire que c'est le quartier des moyens. Alors, quand les gens quittent du village, les villages, on a toujours l'habitude que ces gens-là du village vont d'abord commencer dans nos quartiers. Ils s'organisent, ils s'installent, ils comprennent qu'est-ce que la ville et que la vie de la ville. Vous voyez que dans la ville, c'est l'anonymat, chacun mind his business, personne ne s'intéresse pas à l'autre, chacun est busy, il s'occupe de sa manière. Il y a les multisectoriels en ville, mais vous allez vous souvenir qu'en village, c'était peut-être la monotonie. Je ne sais pas dire si je peux dire la monotonie, mais la plupart des villageois sont les cultivateurs et les éleveurs. C'est-à-dire tout le monde, ils ont les mêmes activités, l'élevage et l'agriculture. Mais quand ils arrivent en ville, il y a les menuisiers, il y a les mécaniciens, il y a les tailleurs, il y a les commerçants, il y a les porteurs, il y a ceux qui travaillent comme enseignants, les docteurs, les infirmiers, il y a ceux qui font les agents sociaux, il y a ceux qui nettoient les routes, ceux qui... En tout cas, les gens se débrouillent de différentes manières en ville car c'est les coins multisectoriels. Et là, chez nous, on a l'habitude de croire que quand les gens quittent les villages directement dans les villes, dans la ville, ce n'est pas bon. Car il va apporter directement les idées dans du village et de l'élevage dans les centres-villes. Peut-être il ne pourra pas comprendre facilement qu'ici, c'est difficile de faire l'élevage car il n'y a pas de pâturage à tout près. Ouais, c'est ce que les gens disaient. Et peut-être ils avaient raison car l'exode rural est vraiment a été en tout cas, à la INE, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de bidonvilles, des constructions anarchiques. C'est comme ça même que la ville, qui était la ville verte, est devenue ville, parfois on l'appelle ville poubelle. Les gens connaissent que les Goma et les Bukavu sont parmi les villes qui sont bien construites en RDC, mais à Bukavu, c'est les rabiches actuellement. À Bukavu, c'est les rabiches actuellement. Pourquoi? Avec des permis de construction, même on donne des permis à construire partout. On ne compte pas les érosions, les érosions que cette construction pourra amener plus tard. Voilà. Et tout ce qui arrive comme ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas appris à comprendre leur situation.
Tu peux être marié aujourd'hui, demain tu pourras être séparé ou divorcé. Mais si tu es divorcé, est-ce que tu vas te négliger? Est-ce que tu ne prendras plus soin de toi? Est-ce que tu dois devenir comme une folle parce que le mari ou la femme t'a quitté? Je pense que non. Est-ce que peut-être tu dépendais totalement d'une personne, mais cette personne est désœuvrée maintenant, il n'a plus de moyens. Il y a malheureusement la plupart des femmes, quand les hommes sont désœuvrés, ils ont l'habitude, ils ont la tendance de quitter leur mari car ils n'ont plus rien, car ce qui les retenait là, peut-être c'est les cadeaux, peut-être c'est les habits, peut-être c'est l'argent qu'ils voyaient que le mari amenait. Non, mais vous pouvez vous reconstruire encore. Il y a les gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, mais ils sont parvenus à se reconstruire encore une fois. Beaucoup de situations que nous traversons dans nos vies, que ce soit comme des sujets d'enseignement, que ça puisse nous apprendre la bonne manière, que ça puisse nous apprendre la bonne habitude, que ça puisse nous apprendre à ne pas se négliger, que ça puisse nous apprendre à se considérer, que ça puisse nous apprendre que ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est le commencement. Et on dit que la satisfaction d'un besoin amène l'autre, c'est-à-dire que l'homme n'a jamais été satisfait. Vous voyez, quand vous satisfaites un besoin, vous créez un autre. C'est ça l'homme. Si je parle l'homme, je mets l'homme à grand H, c'est-à-dire que ça inclut la femme et l'homme, hein? C'est ça. With a capital letter. Oui, ce n'est pas la fin de la vie. Ce que tu traverses pour le moment, ce n'est pas la fin de la vie. Ça arrive et ça arrive et ça va passer. Et comme ça arrive, il y a certaines situations qui arrivent, ça nous fortifie plus, ça nous rend sages, ça nous rend courageux, ça nous donne une nouvelle considération. Peut-être on avait perdu la confiance en nous-mêmes, on s'est sous-estimé, on a perdu peut-être la maîtrise de soi. Mais avec certaines situations, ça nous rend connaître que nous sommes là, on peut le faire aussi. Nous sommes là, nous continuons à vivre. Ce n'est pas la fête du monde. Ça m'est arrivé et quand ça t'arrive, ça te rend sage, ça te rend fort, ça te rend une personne qui initie, qui crée des choses. Je me souviens, je m'étais retrouvée dans un cas de réfugié. Mon mari, à ce moment-là, il avait un boulot, mais ses contrats étaient finis. Je m'étais rendu que je m'étais habituée mal car je touchais l'argent des bas âges. Alors, je voulais m'habiller chic et je voulais être tout le temps chic et avec des bons parfaits, avec des bons perruques. À ce moment-là, on mettait des plantes, des mèches, et les beaux habits. Alors, je m'étais retrouvée à un moment, peut-être trouver même les laits de beauté était devenu difficile pour moi et tous les stocks que j'ai amenés étaient terminés. Oh my God, je me souviens, j'avais dit à mon mari qu'il me laisse et que je puisse rentrer chez nous car à ce mariage, j'avais laissé mon business chez mon frère et j'ai pensé qu'il pourra m'envoyer les ratios, la ratio chaque mois, mais il ne le faisait pas. Alors j'avais demandé à mon mari qu'il puisse me laisser rentrer chez nous pour que je puisse récupérer l'argent que j'avais laissé. Mon mari avait peur car il a dit que peut-être si je rentre chez nous, je ne rentrerai plus au Malawi car la vie comme elle à ce moment-là était très difficile et mon mari ne m'a pas permis. Il m'a dit, j'étais déjà mariée, je ne peux pas accepter que tu rentres chez nous, chez vous, car ça ne se fait pas. Je ne t'ai pas chassé. Et en tout cas, je ne me sentirais pas confortable d'aller demander de l'aide chez vous. Comme chez nous, les bâches, comme Vital Kamer avait dit que l'homme ne vit pas dans la maison construite par la femme. Mon mari est mouche et je suis mouche aussi. Et c'est ça, mon mari aussi avait vu que
tellement honteux qu'il puisse demander de l'aide chez la femme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, mon mari s'était souvenu qu'il a une connaissance qui peut mettre en valeur et peut-être ça pourra nous aider. Il a commencé à fabriquer ces guitares-là au cas, mais trouver des clients, c'était compliqué. Je me souviens un jour, j'avais vu des blancs et je les avais approchés, je les avais salués, je m'étais présentée et j'ai présenté aussi, nous nous sommes présentés aussi avec mon mari et on s'est dit, celui-ci, il est fabricant de guitares, Si vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider à trouver des clients, vous venez. Oh, à ce moment-là, on avait trouvé des personnes réelles qu'on devrait trouver. Ces gens-là étaient des professeurs à l'université. Dans notre cas, il y avait une université. Alors, cette université était financée par les Américains. Cette université était seulement dans 3 cas dans le monde. C'était au Malawi, au Kenya et en Irak, je pense. Alors, ce monsieur-là et sa femme étaient des professeurs en communication. Alors, ouais, ok, je vais demander à mes étudiants qu'ils puissent venir voir et faire les documentaires pour qu'on puisse voir comment est-ce que peut-être tu pourras trouver de l'aide. Vous voyez? Et ce documentaire qu'on avait filmé, ça a été le début des nouveaux ères dans notre famille. Car la vidéo, l'une des filles qui travaillait au GRS avait mis la vidéo sur YouTube. Cette vidéo a des millions et des millions de vues. Alors, l'argent qu'elle a eu pour cette vidéo, elle nous a envoyé, je ne sais pas, $600, je pense, $600. Et les caméramans aussi, il a envoyé le même montant qu'il nous avait envoyé. C'est le montant qu'il avait envoyé au caméraman. Oh, je t'envoie cet argent car c'est les droits d'auteur. J'ai mis ta vidéo sur YouTube même sans te dire. Et alors, j'ai eu beaucoup de vues comme ça. Et cette vidéo nous a amené des clients qui ont commencé à acheter nos guitares. Car j'ai dit souvent que mon mari vendait des guitares partout au monde et tout en étant au Malawi. On a commencé à recevoir des visiteurs de partout, des journalistes, des Suède, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, des BBC planifiaient nous voir, mais on était venus ici, ils nous avaient interviewés ici en Australie. Les RFI, tout ça, étaient venus faire des documentaires avec nous. Et à ce moment-là, notre vie avait changé. Vous voyez, la situation qui s'était passée dans ma vie nous a permis à se faire connaître même dans le monde entier en étant réfugié. Vous voyez, on a commencé à vendre nos guitares partout au monde et on vendait une guitare à $300. $300 américains, c'était beaucoup d'argent au Malawi, vous voyez. On a commencé à envoyer de l'argent au Congo. Moi qui pensais que je pouvais aller chez mes parents pour récupérer quelques moyens pour venir faire des petits commerces là au Malawi, nous avions commencé à leur envoyer de l'argent en état de réfugié. Car on avait une clientèle. Et moi, je ne m'étais pas limitée seulement aux fabrications de guitares. J'ai appris comment faire des chaînettes, des bijoux, faire base des papiers. Et quand on recevait les visiteurs, parfois quand ils venaient voir les guitares, je les montrais aussi les chaînettes. Quand je vendais la chaînette, peut-être à 3000 kwacha, je pense que c'était vers $3 ou 2,5 si je ne me trompe pas. Il est venu seulement voir nos fabrications. Peut-être qu'il pouvait avoir $5 qui peut acheter la chaînette qui va amener comme cadeau à sa mère, à sa femme, à sa sœur, à ses amis, ou il voulait avoir quelque chose qu'elle va porter comme souvenir de l'Afrique ou du Malawi. Alors j'ai commencé à vendre, je vous dis, oh, comme le processus de venir ici avait traîné presque 3 ans, on a voulu même peut-être arrêter avec le processus de venir ici en Australie. Mais mon mari, on peut encore attendre.
vous voyez, certaines situations dans nos vies nous rassagent. Certaines situations dans nos vies nous ouvrent d'autres opportunités qu'on n'a pas même imaginées, qu'on n'a pas même planifiées, qu'on n'a pas même rêvé parfois. Vous voyez, sur ça, sur ce, et je pouvais avoir beaucoup de points à soulever sur ce niveau, mais j'ai voulu dire à une maman surtout, car c'est nous qui avons toujours tendance à se sous-estimer, à croire que comme je ne me maquille pas bien, comme je n'ai pas mes cheveux tressés tout le temps, comme je n'ai pas des sacs de marque, des Louis Vuitton, des Gucci ou des Prada, I don't know what, les noms des brands que vous connaissez. Il y a ceux qui se croient inférieurs aux autres qui en ont, car il y a ceux qui privilégient même ces choses-là, des noms, des brands, des expensive things, au détriment peut-être d'une maison, au détriment d'un projet, au détriment peut-être d'une belle voiture. Il a les habits, il a les sacs, mais comment tu as les habits, tu as les sacs chers, mais tu viens mendier aux réseaux sociaux? Point d'interrogation parfois. Ouais. Sur ce, mes chers amis, apprenons à comprendre certaines situations, apprenons à accepter certaines situations, car la vie ne se limite pas seulement aux choses qu'on voit. La vie ne se limite pas aux choses que tu aimerais avoir, mais la vie, c'est être à mesure de traverser même un obstacle dans ta vie. Être à mesure d'avoir créé une nouvelle rassurance dans ta vie, car la vie a été toujours comme ça. Et comme je l'ai bien mentionné, la satisfaction d'un besoin crée un autre. Il ne faut pas penser que si, comme tu as besoin d'acheter cette bouteille, quand tu en achètes, c'est-à-dire que c'est fini. Non. Quand tu achètes une bouteille, tu as besoin de l'autre. Dans une vidéo que j'étais en train de décorer la chambre de mes visiteurs, je vous ai dit qu'actuellement, on est en train de penser qu'on pourra peut-être acheter une maison à 4 chambres ou construire une autre maison, ou acheter une maison à 4 chambres. On est en train de penser à construire une maison à 5 chambres ou acheter une autre maison à 4 chambres, mais qui a un backyard pour qu'on puisse construire un shed là où il y aura la télé de mon mari. Ouais. La satisfaction d'un besoin crée un autre. Et pour construire ou acheter, ça nous demande aussi de garder de l'argent de côté. Est-ce qu'on continuera à garder de l'argent de côté chaque jour pour de nouvelles maisons ou de nouvelles voitures? Non, il y a l'état de savourer aussi les fruits de nos sueurs. Il y a l'état qu'on pourra dire non, on ne fait plus des gros projets comme ça. C'est l'état d'enjoy, voyager, s'habiller et c'est ça la vie, ouais. Et je pense que cette vidéo vous sera agréable. Je vous prierai seulement de vous abonner, aimer, liker et partager. Mais dans ce sujet, j'ai beaucoup de points que je pouvais soulever. Mais ici, je les ai cités en vrac, mais peut-être la session prochaine, je vais rajouter d'autres points. Merci beaucoup.